L'actu en perspective, l'actu de France et d'ailleurs, on commence. Dans les prochaines minutes, le détroit d'Ormuz passe du statut de voie maritime à celui de point de pression de toute l'économie mondiale, là où un cargo saisit, une mine et un seul ordre pourraient décider si la crise bascule. Mer d'Arabie du Nord, à environ 180 000 nautiques au sud-est du détroit d'Ormuz. Sur la passerelle de l'USS Prudence, DDG-111, un destroyer lance-missile de classe Arleigh Burke-Fightier, le Silan tombe. Le radar AN, SPY, un Davy, vient de verrouiller un contact, long de près de 900 pieds, entièrement chargé. Naviguant dans l'ombre, transpondeur AIS coupé, le MV Tuska file à 17 nœuds en virant franchement vers le port de Bandar Abbas. Il pense pouvoir se faufiler dans l'aiguille. Il se trompe. L'USS Prudence intercepte le cargo battant pavillon iranien et émet des avertissements, plusieurs avertissements indiquant qu'il viole le blocus américain. Ce blocus, signé et entré en vigueur par le CENTCOM à 10H, heure de l'Est, le 13 avril, déclare l'ensemble du littoral iranien comme un périmètre scellé. Tout navire entrant ou sortant marchand ou pétrolier qui approche sans autorisation est sujet à interception ou déroutement. Dans le manuel Trump, même un blocus arrive avec l'assurance d'un slogan de campagne et la facture d'une panique mondiale. Et voici ce que les médias ont manqué. L'USS Prudence ne tire pas de coup de semonce. Le CENTCOM ordonne à l'équipage du Tuska d'évacuer sa salle des machines. Puis le Prudence tire plusieurs obus de son canon naval MK 45 de 5 pouces directement dans le système de propulsion du navire. Pas un avertissement, pas une neutralisation suivie de négociations, mais une décapitation mécanique de précision de niveau combat. Le Tuska se retrouve immobilisé en mer. Des Marines américains de la 30 et Ernst Marine Expeditionary Unit descendent en corde lisse sur son pont depuis des hélicoptères. Pas un seul Marine n'est égratigné. 20 minutes entre les premiers tirs et la mise sous contrôle complète. C'est pas de la spéculation. Le Tuska a quitté la Malaisie le 12 avril, un jour avant l'activation du blocus. Son itinéraire n'était pas accidentel. Ses propriétaires savaient et il a quand même tenté sa chance. Voilà la variable cachée de toute cette crise. Le réseau fantôme, la flotte de l'ombre que l'Iran cultive depuis des années n'a pas terminé son travail. Il sonde, teste les vecteurs, cherche la faille dans le cordon de fer que le CENTCOM a étiré sur 1500 milles de littoral du golfe Persique. Maintenant, l'ensemble du tableau apparaît. Depuis le 28 février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes conjointes contre l'Iran et assassiné le guide suprême Ali Khamenei, le détroit d'Ormuz, par lequel transitent normalement 25% du commerce pétrolier maritime mondial et 20% du GNL mondial, est verrouillé. Pas ralenti, verrouillé. Les passages quotidiens de navires se sont effondrés, passant de 130 ou plus avant la crise à presque zéro. Environ 2000 navires restent bloqués dans le golfe Persique, attendant d'être autorisés à passer. 20 000 marins sont figés, pris entre les vedettes du CGRI d'un côté et les destroyers américains de l'autre. Le Brent a dépassé 100 $ le baril pour la première fois en 4 ans, le 8 mars, atteignant 126 $ le baril à son sommet, la plus forte hausse mensuelle des prix du pétrole jamais enregistrée. Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, l'a décrit publiquement pour ce que c'est, la plus grande perturbation de l'approvisionnement pétrolier de l'histoire du marché mondial, plus grave que le choc pétrolier de 1973, plus grave que le choc pétrolier de 1973. Prenez bien la mesure de cela. Quelque part, la machine de communication pro-Trump essaie probablement de rebaptiser un choc pétrolier en fermeté énergétique. Le marché, malheureusement, lit mieux les factures que les slogans. Sur le marché de l'assurance maritime, les primes de risque de guerre n'ont pas seulement bondi, des catégories entières de couverture de protection et d'indemnisation ont été retirées des navires qui tentent de transiter par Ormuz. La clause de risque de guerre a été entièrement supprimée au début de mars, rendant le risque économique trop élevé pour que la plupart des armateurs tentent même de franchir le détroit. Impossible d'assurer une coque, impossible de couvrir une cargaison. Le rayon de mort économique de ce point d'étranglement s'étend maintenant de Rotterdam à Séoul. Mais voici le problème. Les États-Unis ne combattent pas un ennemi conventionnel dans une guerre conventionnelle. L'Iran, dont la marine conventionnelle a été brisée, avec Trump affirmant que 158 navires appartenant aux forces navales iraniennes ont été détruits, s'est entièrement tourné vers la guerre asymétrique, et c'est là que le calcul devient véritablement terrifiant. Trump peut compter les navires détruits comme des répliques d'applaudissements, mais les mines ne se souciaient pas du volume sonore de la conférence de presse. Cette semaine, le CGRI a posé de nouvelles mines dans le détroit d'Ormuz. Pas des mines héritées des premières semaines du conflit, des mines fraîches, placées après le cessez-le-feu, après les discussions, après chaque déclaration publique de Téhéran sur sa volonté de trouver une issue diplomatique. L'Iran possède de petits sous-marins capables de poser des mines beaucoup plus difficiles à détecter que les navires de surface.
Et la marine américaine, c'est la partie que le CENTCOM ne dira pas à voix haute lors d'un point de presse, fonctionne avec une vulnérabilité structurelle critique. La marine a retiré du service ses 4 derniers dragueurs de mine de classe Avenger à Bahreïn en septembre. Les hélicoptères MH 5-3E6 Dragon, colonne vertébrale du déminage aéroporté, ont été retirés en août. Un seul navire doté de modules de mission MCM, l'USS Canberra, est actuellement disponible dans la région. La marine américaine a un déficit en matière de mines, non pas un déficit de capacité sur papier, mais un déficit de capacité sur le théâtre des opérations, ici et maintenant, alors que l'horloge tourne. Des responsables du Pentagone ont déclaré à la commission des forces armées de la Chambre le 20 et en avril que le déminage complet du détroit d'Ormuz des mines du CGRI pourrait prendre 6 mois et qu'il est peu probable qu'il commence même avant la fin officielle de la guerre. 6 mois avec 2000 navires bloqués, avec l'Europe qui tire 12 à 14% de son GNL du Qatar par cette même voie maritime, avec la Chine qui reçoit un tiers de son approvisionnement total en pétrole par un corridor auquel elle n'a actuellement pas accès. Le président Trump, après avoir été informé de la nouvelle activité de pose de mines, a ordonné à la marine américaine sur trou social de tirer et de tuer sans hésitation tout bateau iranien en train de poser des mines. L'ordre est direct, il est actif. Cela signifie que toute vedette rapide du CGRI, toute embarcation d'attaque rapide, tout navire dont le comportement correspond à une activité de pose de mine est désormais une cible légitime selon les règles d'engagement. Rien ne dit gestion prudente d'une crise comme transformer les règles d'engagement en performance sur les réseaux sociaux. Cet ordre transforme chaque future interaction navale iranienne dans le détroit en événement déclencheur potentiel. La variable cachée, celle qui empêche chaque diplomate à Islamabad de dormir, c'est que les mines n'ont pas besoin de couler un navire pour gagner. La zone minée n'a pas besoin d'être partout pour être partout dans l'esprit de ceux qui doivent la traverser. Une seule explosion de mine sous un VLCC chargé, un très grand transporteur de brut, dans le chenal navigable de 2000 du détroit, bloquerait la voie maritime physiquement, pas seulement politiquement. Elle pourrait fermer Ormuz pendant des mois, non pas avec une armée, non pas avec un barrage de missiles, mais avec un dispositif qui coûte moins cher qu'une voiture usagée poussée depuis l'arrière d'une vedette rapide. Voilà la guerre asymétrique dans sa forme la plus pure et la plus brutale. La voie diplomatique existe encore et elle se fracture en temps réel. Le vice-président J.D. Vance a dirigé une délégation à Islamabad pour un 2e cycle de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran, le plus haut niveau d'engagement direct entre les deux pays depuis la révolution islamique de 1979. La salle était prête, la sécurité était déployée. Puis l'Iran a annoncé qu'il n'enverrait pas de délégation, invoquant le blocus naval américain en cours, que Téhéran considère comme une violation du cessez-le-feu de 2 semaines et condamnant la saisie du Touska comme un acte de piraterie armée. Le président du Parlement iranien a envoyé un avertissement direct à Trump, pas d'accord sous la coercition. Le commandement militaire conjoint de l'Iran, le quartier général Khattam al-Anbiya, a promis que les forces armées répondraient et riposteraient bientôt à ce qu'il a qualifié de terrorisme d'État en mer. La théorie du camp Trump semble assez simple. Appliquer une pression maximale, puis faire semblant d'être surpris quand l'autre camp appelle cela de la pression. Derrière les portes closes à Téhéran, les partisans de la ligne dure ont déjà remporté le premier round. Le 9 avril, un jour après l'annonce du cessez-le-feu, le CGRI a inauguré une nouvelle base navale sur l'île de Kehmen, dans la province d'Hormozgan, à l'est du détroit. Une nouvelle base pendant un cessez-le-feu, ce n'est pas l'action d'un régime qui se prépare à négocier, c'est celle d'un régime qui se prépare à combattre la prochaine phase. Et le 3e porte-avions vient d'arriver, le groupe aéronaval de l'USS George H.W. Bush a atteint cette semaine la zone de responsabilité du CENTCOM, ce qui est en fait le 3e porte-avions américain dans la région. 3 groupes aéronavals, avec une capacité combinée d'ailes aériennes d'environ 240 avions de frappe. Ce n'est pas une posture de blocus. C'est une posture de frappe. Le CENTCOM dispose maintenant de ce que les planificateurs appellent des options de domination de l'escalade. L'architecture militaire est en place pour une campagne complète contre les infrastructures énergétiques, la production d'électricité et les communications iraniennes si la diplomatie s'effondre complètement. Trump a formulé l'ultimatum avec une clarté totale. Les États-Unis vont détruire chaque centrale électrique et chaque pont en Iran si Téhéran refuse l'accord proposé. Cette menace a suscité des avertissements de crimes de guerre potentiels de la part de juristes internationaux. Elle a aussi provoqué le silence des alliés de l'OTAN qui calculent en privé ce qu'une fermeture d'Ormuz pendant 12 mois ferait aux marchés énergétiques européens à l'approche de l'hiver. Quand l'argumentaire de vente pour la paix commence à ressembler à un contrat de démolition, même les alliés se mettent à vérifier où sont les sorties d'urgence.
Le président chinois Xi Jinping a appelé cette semaine le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et a expressément demandé la réouverture du détroit d'Ormuz au commerce. La Chine ne joue pas les médiatrices par principe. La Chine reçoit un tiers de son pétrole par cette voie maritime. Pékin dispose d'environ quelques mois de réserves stratégiques. Toute la trajectoire de sa reprise économique passe par un chenal de vin et un milles actuellement parsemé de mines et patrouillé par les vedettes du CGRI. Xi ne passe pas des appels diplomatiques, il passe des appels d'approvisionnement d'urgence. Voici le dernier signal, celui qui indique où tout cela se termine. Les prix du pétrole sont secoués par les développements au Moyen-Orient. Comme l'a dit le responsable de la stratégie des matières premières chez ING, avec une désescalade apparente qui se transforme en réescalade en quelques heures, ce n'est pas de la volatilité, c'est le marché qui intègre le résultat binaire. Les traders ne se couvrent pas, ils parient sur un pile ou face, parce que c'est exactement ce que sont les 72 prochaines heures, un pile ou face entre deux États terminaux. Premier État, Téhéran envoie une délégation. La question de l'enrichissement nucléaire est mise entre parenthèses. Le détroit rouvre par phase, l'USS Chief et l'USS Pioneer, les deux dragueurs de mine de classe Avenger, actuellement en transit depuis le Pacifique, arrivent et commencent un déminage systématique aux côtés de plateformes de drones sous-marins. 2000 navires quittent le Golfe à la vapeur. Le Brent tombe sous les 90 $. La récession mondiale est reportée. Le cessez-le-feu tient. L'accord est imparfait, contesté et fragile, mais il tient. Deuxième état, une embarcation d'attaque rapide du CGRI pose une mine dans le chenal navigable. Un hélicoptère de la marine américaine, opérant sous l'ordre actif de Trump de tirer pour tuer, ouvre le feu. L'embarcation coule. Le commandement militaire conjoint de Téhéran active sa doctrine permanente de représailles. Un essaim de drones de la série Shahed frappe les terminaux de chargement pétrolier de Ras Tanura en Arabie Saoudite. Les Saoudiens invoquent leur cadre de défense mutuelle avec Washington. Les trois groupes aéronavals reçoivent les ordres d'exécution. Voilà le danger de gouverner par ultimatum. Le premier tir semble toujours décisif, jusqu'à ce que le deuxième lui réponde. Chaque centrale électrique en Iran s'éteint en moins de 72 heures, non pas comme une menace, mais comme un fait. Et l'approvisionnement énergétique mondial entre dans une perturbation qu'aucune réserve stratégique, aucun pipeline d'urgence, aucun détournement de GNL autour du cap de Bonne-Espérance ne peut compenser à temps. Le MV Tuska est actuellement immobilisé quelque part dans le golfe d'Oman, sous la garde des marines américains. Son équipage est détenu, son manifeste de cargaison est audité, son enregistreur de données de voyage est récupéré. Il a forcé le blocus. Il a perdu. La question, la seule qui compte pour les 72 prochaines heures, est de savoir si Téhéran décidera que le Tuska était une erreur ou un modèle. Effondrement complet ou percée totale. Il n'y a plus de voie médiane, le chenal navigable est trop étroit, les enjeux sont trop élevés, les armes des deux côtés sont déjà chaudes. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous à l'Actu en perspective et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.